Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série Économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie », le second « Histoire et impact économique et sociaux des innovations ». La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Introduction. On sait aujourd'hui, alors que, bien au-delà d'une crise financière ou de gouvernance, les manifestations d'une crise profonde des échanges et des activités mondiales marchandes capitalistes se précisent, que l'un des besoins les plus profonds de toute stratégie libératrice est de préciser les voies d'un possible renouvellement économique et social permettant de façon essentielle d'échapper aux pesanteurs des trafics marchands concurrentiels, conflictuels, inégalitaires, destructeurs d'activités, emplois, de potentiels humains, de solidarité, qui dérivent actuellement vers de profondes secousses économiques, sociales et politiques mondiales. Le présent travail se veut une description d'outils de l'action économique qui seraient utiles à des initiatives économiques socialement innovantes. Il s'inscrit de ce point de vue dans le prolongement de travaux précédents, DECAIO 2001, DECAIO 2003, avec l'ambition d'apporter sur les points centraux des problèmes accompagnant de telles initiatives et concernant les outils de diagnostic, de décision, de gestion, de coopération, de régulation, les précisions nécessaires à une concrétisation cohérente et efficace applicable dans le présent de projets communs. Un tel exposé ne peut être fidèle à lui-même qu'appuyé sur une formulation explicite, même dans son inévitable brièveté, des raisons certes complexes et multiples sur lesquelles se fondent les propositions offertes. C'est ce second point qui retiendra dès l'abord notre attention. Il nous semble en effet nécessaire de souligner ceci. Il est important de tirer les leçons du passé, non seulement en ce qui concerne les réalités économiques et leurs modes de transformation, mais aussi en ce qui concerne les processus historiques en cause. Et l'un des points méritant considération est que, trop souvent,
les acteurs innovateurs, non seulement individuels mais aussi collectifs, ont affronté des situations et des nécessités complexes et non pleinement déchiffrées sans disposer des analyses et des outils permettant d'y faire face, et recourant dès lors, y compris sous des formes lourdement prescriptives, à l'improvisation empiriste nourrie d'impressions et d'apparences, avec pour conséquence les échecs et trop souvent les désastres que l'on a connus. C'est pourquoi, et ceci en dépit des modes actuels préférant ostensiblement l'empirisme, réputé démocratique, à une réflexion rationnelle, vite qualifiée de fatras autoritaire, on assume ici la hardiesse qu'il y a à proposer une abondance d'outils cohérents d'analyse et de propositions, plutôt que de contribuer à perpétuer une naïveté exploratrice qui, même déguisée en écoute du terrain, alimenterait les causes profondes de déceptions renouvelées. C'est pourquoi on va ici exposer, même de façon abrégée et à très grands traits, les grandes leçons du passé qu'il semble nécessaire de tirer afin de définir des propositions viables. Chapitre 1 – Les fondamentaux. Les buts, les voies. Changer l'échange des travaux. L'échange des travaux est sous forme réalisée, l'échange des biens et services accompagnant la division sociale du travail, Descaillot 2003, est depuis les origines une dimension essentielle fondatrice des sociétés humaines. Il alimente, outre les possibilités de vie de tous et de chacun, le langage, la vision de l'avenir et les savoirs, le rapport essentiel de réciprocité avec l'autre. Il se déroule au cours du temps dans une complexité concrète dont témoignent les mouvements multiples de l'histoire longue, y compris les déviations, contournements, distorsions aboutissant aux sociétés de marché. Gombaud Descaillot 1997. Les dislocations mondiales actuelles, après des millénaires de désordre accru, le montrent assez. Le marché, au sens du trafic marchand dans sa réalité, non dans ses homélies libérales, est intrinsèquement dissymétrique, inégalitaire, fondé sur la possibilité pour le fort d'imposer aux faibles des termes de l'échange défavorables. Le refus séculaire de toute régulation véritable, de toute équité garantie par des institutions, de toute règle d'évaluation, l'exigence d'une maîtrise marchande de la monnaie, aujourd'hui, de l'indépendance des banques centrales, l'atteste. La dynamique de distorsion cumulative du marché, bien loin d'un prétendu équilibre, contribue à recréer sans cesse, par la spoliation des plus démunis, les conditions de leur assujettissement perpétué, ainsi que cela a été précédemment décrit en détail. Descaillot, 1999. Les perturbations connues aujourd'hui en sont, après d'innombrables précédents, la manifestation, certes souvent déniée ou inaperçue, mais cependant confirmée par la masse des faits. Les structures de l'économie sociale et solidaire sont parmi les premières victimes de ces pressions, notamment concurrentielles, ainsi que le confirment par exemple les résultats du groupe Mondragon en Espagne, Martine 2008 à page 113. Ces perturbations montrent que le besoin d'échanges équilibrés n'est pas, comme l'affirment certains auteurs Cahiers 2003, page 233, apparu du fait de l'aspiration à une scientificité fantasmatique, qui aurait poussé les économistes à limiter la richesse à la richesse matérielle, mais la visée d'une pratique efficace, apparue et émergente, souvent difficilement, au long cours des millénaires, permettant de répondre par l'échange social des travaux aux besoins de reconstituer l'homme réel dans sa complétude, et par là l'un et les autres, Descaillot 2003, pages 29 à 32. Et c'est cet équilibre essentiel que trouble le marché, auteur de distorsions devenant aujourd'hui mortifères. On admet donc ici, à la différence des conceptions de Fernand Braudel, Servet 1999, page 100 à 103, réadoptées partiellement par Hervé Kempf, Kempf 2009, page 69 à 73, que le capitalisme, loin d'être le système anti-marché né autour d'échanges locaux empiriquement proches des apostrophes, un certain équilibre de proximité, et visant à assurer des moyens ajustés aux fins, accompagne depuis bien longtemps avec l'exploitation des personnes, la connexion au loin des trafics marchands permettant les reins de prise sur les partenaires éloignés. Notre conclusion est qu'il est, en notre temps d'interactions accélérées, impératif de ne plus confondre le marché avec l'échange, transaction équitable lors de laquelle, on le sait depuis Aristote, Descaillot 2003 page 33, chacun a autant après qu'avant. Ceci, bien des expériences sociales en témoignent depuis longtemps en tout lieu, sous la garantie des apostrophes. Un arbitrage tiers, Baudelier 2002 notamment page 219, 226, 262. Cette équité reflèterait alors l'apport égal en richesse réelle de chacun lors de l'échange.
Ceci, on le verra, ne signifie nullement une réduction de la vie sociale aux échanges quantifiés, mais admet qu'ils ont nécessairement en elles une place irrécusable. C'est pourquoi il importe de nos jours, à toute initiative sociale innovante, de viser une réelle transformation des modes d'échange en faveur de l'équité. On écartera ainsi la retombée dans des trafics marchands spoliateurs. On s'écartera aussi bien du distributivisme, qu'il soit autoritariste, étatiste, qui se révèle finalement générateur d'arbitraire, de bureaucratie, de dictature, ou utopiste, formellement égalitariste, et générateur par là d'enlisement primitiviste socialement mutilant et d'inéquité de fait dissuasive. Après bien d'autres, l'expérience des systèmes d'échange locaux, le confirme, l'égalitarisme formel dissuade les partenaires. C'est ainsi qu'un mode d'évaluation égalitariste, notamment 1 heure égale 1 heure de service, Servet page 154, pratiqué dans certains groupes, peut apparaître comme une source de reproduction des inégalités, ID, page 164, conduisant ses promoteurs à y faire des entorses, ID, page 169. Les palliatifs empiriques tels que la familiarité n'y apportent pas de remède. Il s'agit également de rompre avec la pratique marchande du fait accompli, aboutissant au terme des transactions engagées de façon offensive, et réputée légitime à toute condition acceptée, à avaliser la situation des partenaires, les uns gagnants, les autres perdants, au détriment de l'équilibre social, pour avancer vers des pratiques que l'on a pu désigner comme de la prévenance réciproque, Descaillot 2001, page 38 âme 40. Sortir du capitalisme et du salariat. Toute initiative porteuse de progrès devra se dégager, non seulement du capitalisme financier, mais du capitalisme en général, en tant que système fondé sur la scission entre possédants détenteurs du pouvoir de gérer la richesse et les ressources du travail et de la vie, et travailleurs démunis, ainsi maintenus par leur dénuement même dans la dépendance des précédents. La condition salariale en effet n'est pas seulement l'acceptation institutionnelle de la subordination. Elle est encore moins, en dépit de l'opinion de certains auteurs, Friot page 4, la reconnaissance des personnes à travers leur seule qualification. Elle est fondamentalement la condition de personnes dénuées des moyens de leur activité sociale. Les institutions défensives du salariat dans ce cadre, cotisations sociales, conventions collectives, statuts, droit du travail, droit de grève, si elles ont pu dans un contexte historique momentanément favorable, atténuer certaines pressions marchandes, sont bien loin de porter une subversion possible du capital, se révélant aujourd'hui des acquis ou conquêtes, dont les dérives actuelles confirment la fragilité. Un maintien du salariat perpétuerait la position de l'homme comme coût, voire surcoût, ID page 12, au point que l'investissement devenant un élément du salaire, ID page 14, ceci confondrait plus que jamais les hommes avec les ressources. En privant l'homme au travail de la maîtrise du cycle de ses moyens et de ses résultats présents et futurs, la condition salariale constitue une atteinte profonde à ce fondement de l'existence humaine socialisée qu'est le projet d'activité de chacun pour les autres. Alors que les complexités productives de nos temps, bien loin de conduire, comme certains le disent, Gortz 2002, Gouverneur 2005, page 197, à une collectivisation anonymisante des tâches, implique un recours croissant au large éventail des aptitudes humaines de perception clairvoyante des complexités à déceler et à maîtriser, le maintien du salariat, reliquat des errances séculaires, ne pourrait être que destructeur. La difficulté qu'éprouvent, après d'autres, les structures de l'économie sociale actuelle à mobiliser l'ensemble des personnes au travail participantes en vue des objectifs sociaux visés, Martine 2008a, page 106 à 110, illustre une fois encore cet obstacle. Toute structure qui place des hommes en position de moyens, d'instruments pour d'autres hommes, n'aboutit pas seulement à l'exploitation des hommes et à ses monstruosités, telles que le travail oppressif des enfants largement développé de nos jours, mais aussi à des pratiques qui interdisent une évaluation pertinente des cheminements vers le bon usage des ressources. C'est d'ailleurs le même dénuement paralysant, circulairement maintenu, des hommes assujettis, et non un quelconque mérite, qui est seul à l'origine de la puissance et de la richesse des nantis détenteurs des capitaux. Les naufrages aujourd'hui causés par la domination mondiale du capitalisme, réalité que dissimule le mot confus de mondialisation, devront être surmontés. Seule une véritable réhumanisation du travail véritable, redevenu maître de lui-même, de ses projets économiques, techniques et sociaux, de ses moyens, de ses échanges, de ses messages, pourra rouvrir les chemins de l'avenir.
Une autogestion réelle du travail, incluant la maîtrise de ses moyens, ainsi qu'un fondement équitable des normes d'échange et des formes démocratiques de structuration, est une exigence incontournable d'une transformation réelle, des Caillots 2000. Il en découle que, comme de nombreuses désillusions l'ont assez montré, il serait vain et pernicieux de placer des espoirs dans de nouvelles formes de salariat perpétuant, sous des apparences de sécurité accordée, l'assujettissement de travailleurs distributivement rémunérés, séparés des moyens de leur travail et de sa créativité sociale, réduits à un vivier d'exécutants gérés de fait par une oligarchie décidante. Une véritable autogestion, rendant le pouvoir de créer, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'établir l'échange et ses règles à ceux qui produisent la richesse, serait le fondement nécessaire de l'avancée sociale, de l'efficacité économique, de la démocratie institutionnelle écartant l'arbitraire. Cette autogestion devrait assurer notamment le pouvoir des personnes au travail de maîtriser leur activité non seulement dans sa réalisation momentanée, mais dans son évolution, comme mise en œuvre d'un projet voulu en tant qu'apport à la vie sociale, et donc le pouvoir de gérer elles-mêmes les ressources financières afférentes à leur activité. Changer le financement. Bien au-delà d'une régulation ou d'un contrôle de la finance, c'est la nature même des relations financières dont il est temps d'engager la transformation. Les expériences passées ont montré qu'une simple adaptation, un encadrement, même dans des structures gérées par les États, ne résolvent pas les problèmes posés. Les systèmes de financement externes nouveaux doivent rompre, non seulement avec les pratiques spéculatives, illusionnistes, spoliatrices, des acrobates financiers, mais plus essentiellement avec les pratiques dissymétriques du financement confrontant demandeurs dépendants et prêteurs en position dominante, tout aussi bien qu'avec les systèmes de collecte à bon compte d'une épargne faible, provenant de revenus comprimés, replacés à gros profit par des oligopoles financiers dominants, rompre aussi avec la rémunération unilatérale, autant sans réel service fourni, des fonds placés. Il importe de ne pas nourrir aujourd'hui d'espoirs disproportionnés dans d'illusoires projets de régulation institutionnelle efficace de la finance capitaliste, restant structurés par des propriétaires oligarchiques. Une simple modulation légale ou administrative de taux d'intérêt, ou de procédures de garantie, même accompagnée de tentatives de pression fiscale sur les flux monétaires, ne suffira pas, le passé l'a montré, à infléchir réellement les pratiques des financiers comme des entreprises capitalistes utilisatrices. C'est pourquoi, en prolongement de travaux précédents des Caillots 2001, pages 119 à 133, on proposera de nouvelles formes de financement, réellement mutualisées, proportionnées à un contexte économique cessant de susciter, par ses pressions concurrentielles et oligopolistiques, des besoins démesurés de financement externe. Une implication de cette perspective serait que, à l'avenir, les pouvoirs publics n'accordent leur éventuel concours qu'aux seules structures financières réellement maîtrisées par les personnes au travail et leurs mandataires, assumant alors les fonctions d'une reprise transformatrice des financements offerts. La perspective autogestionnaire proposée ici inclut de façon essentielle la maîtrise des personnes au travail sur l'apport, l'usage, la mutualisation des ressources financières. Serait écartée la possibilité d'apparition d'une caste de décideurs qui, au nom d'une compétence financière ou planificatrice alléguée, aux prétentions illusoires d'optimalisation globale, confisquerait de fait la maîtrise des décisions financières et stratégiques, Martine 2008a, page 106, essentielle au processus de travail. Serait également écartée la confusion d'une gestion multipartenariale, dissolvant les responsabilités, à laquelle succéderait une coopération explicite. Les personnes récupéreraient ainsi le pouvoir de gérer leur propre avenir et les moyens impliqués, dans un travail créateur de liberté pour les autres et pour elles-mêmes. Clarifier les cheminements. Les problématiques actuelles mettent en avant la nécessité de répondre à des besoins débordant le cadre aujourd'hui habituel des activités économiques. On souligne la nécessité de corriger les dérives de la société marchande actuelle en visant la préservation du milieu naturel et de ses ressources, l'accès à d'autres modes de consommation, le respect des besoins sociaux d'activités irréductibles à des tâches évaluables dans le court terme ou dans la matérialité. On proposera de dissiper les obscurités, les confusions, les simplismes marquant trop souvent le traitement de ces questions en distinguant plusieurs problèmes distincts. On souligne également que ceci passe par un renouveau social de la vie économique elle-même.
Ce qui relève des pressions marchandes. Les pressions marchandes sur la société actuelle, trop souvent niées, sont omniprésentes au point d'être largement indiscernables par les personnes touchées. Ainsi, par exemple, les structures de l'économie sociale connaissent bien souvent toutes sortes de difficultés. Clientèle rare et difficultés à vendre, faiblesse visible des fonds propres, faiblesse des résultats de gestion et des moyens de développement, dépendance financière, mais aussi scission intérieure entre un groupe de personnes impulsant l'activité et un ensemble de personnes au travail découragées, faiblement rémunérées, se cantonnant dans la passivité, en dépit des ambitions d'équité sociale exposées, etc. Le dogme dominant attribue facilement le manque de fonds propres à l'imprévoyance des initiateurs, la faiblesse des résultats et des rémunérations à l'incompétence des gérants et à l'incurie des travailleurs, la dépendance financière à l'aveuglement des responsables, la scission intérieure aux affrontements personnels, etc. En réalité, la rareté des débouchés est due à l'étouffement des débouchés solvables par les dégâts de l'affrontement concurrentiel, le manque de fonds propres est dû à la dévalorisation des produits sur le marché, il en est de même de la faiblesse des résultats et des rémunérations. L'insuffisance des moyens propres de développement apparaît au regard des exigences d'une insertion dans la mêlée concurrentielle. La dépendance financière est la suite fréquente des contraintes précédentes, et la scission interne entre personnes et groupes résulte de leur placement devant le dilemme posé par un avenir au risque trop lourd pour être efficacement affronté, certaines personnes étant emportées par l'effort de l'aventure devenue incontournable malgré ses dangers, et d'autres par l'attente inquiète de l'incertain. C'est pourquoi, dans notre perspective, un impératif premier d'une vie économique nouvelle est l'accès à des rapports entre activités autres que ceux de la transaction marqués par l'antique guerre marchande de tous contre tous, aujourd'hui devenue insoutenable. L'un des effets marquants de la pression marchande est la tendance aujourd'hui pesante du monde économique actuel à généraliser et à banaliser la précarité des travaux, des évaluations, des personnes, des rôles, acceptés comme anormalité sociale, ainsi que l'ont officialisé de célèbres paroles. L'amour est précaire, pourquoi pas l'emploi ? Nous estimons au contraire que l'une des aptitudes essentielles de la société humaine, ayant jusqu'ici permis, au cours de l'histoire longue, sa survie dans un monde difficile, réside dans la capacité des formes de vie sociale à assurer aux personnes une sécurité de vie, jusqu'ici imparfaite, mais se perfectionnant à la mesure des impératifs de l'histoire mondiale. L'équilibre des échanges est un élément essentiel de la viabilité sociale à atteindre. À cet effet, on récusera la confusion entre l'échange ancestral des travaux, lié à la division sociale du travail dans les sociétés humaines, dont témoignent les outils de nos lointains ancêtres, et le marché, agonistique, dissymétrique, lentement émergé il y a quelques milliers d'années que certains auteurs, de Melo Lisboa, page 440, identifient entre eux. Et dans la même perspective, on mettra en garde contre les opinions prétendant que la concurrence existe au sein même de l'économie solidaire. Idée, page 447, quitte à ne pas voir les abîmes qui la menacent à travers ces échanges, du seul fait de l'environnement marchand concurrentiel et de la tentation d'y prendre place. Les propositions qui suivent visent clairement les voies d'une sortie actuellement possible des pratiques concurrentielles. Certains préconisent ou prévoient, face aux contraintes actuelles, un mouvement vers des modes de vie permettant une réduction du rôle des activités économiques dans la vie sociale, une frugalité allant jusqu'à une décroissance systématique censée permettre le retour à une vie sociale apaisée, voire harmonieuse. Bernard 2003. Certains auteurs Roustan, pages 144 à 151, allant au nom de cette décroissance jusqu'à qualifier des apostrophes ambiguës, une opposition au capitalisme supposée instaurer un productivisme réputé profiter à tous. On contestera ici la notion traditionnelle de croissance, entre autres son rôle dans la création d'emplois, lié en fait notamment aux équilibres entre activités. On contestera de même la notion simpliste de décroissance, appuyée sur le compte-rendu critique de notions des pratiques sociales présentées comme fondées en nature, conduisant à admettre une naturalité de l'économie rendant impossible de dresser des barrières solides, à elle empire de la rationalité et finalement du marché. La Touche 2003, page 133. On soulignera non seulement l'inconséquence de cette analyse causale reliant une rationalité fût-elle confuse et le marché, mais aussi avec Christian Comelio, l'inconsistance, Comelio 2003, page 120,
des propositions qui en résultent, et la nécessité d'envisager une vie économique non marchande, ibidem, comme voie d'une issue réelle. On admettra que le développement humain, accompagnant utilement dans l'avenir la vie humaine et sociale, ne pourra, y compris en s'écartant clairement du marché, s'abstenir de relations complexes avec les ressources et l'environnement planétaire et cosmique, dont une gestion soucieuse d'efficience, qualitative, prévoyante, élaborée par accord commun, ne pourra se réaliser que dans un contexte affranchi des avidités marchandes et capitalistes. On récusera également la culpabilisation hors de propos, parfois ornée de prétentions écologiques, visant les utilisateurs, consommateurs populaires, accusés, bien à tort pour beaucoup d'entre eux, d'une boulimie de consommation. Certains auteurs vont jusqu'à prétendre que si les maîtres du système sont bien les sociétés multinationales, le maître de ces maîtres serait l'envie de tout un chacun de consommer toujours plus, Roustan, page 148. Récusant l'irréalisme et la tromperie de cette vue, on soulignera que les dilapidations en la matière sont dues par plusieurs canaux, essentiellement aux pressions marchandes, excédent de production surconcurrentielle dévalorisée, martèlement publicitaire unilatéral omniprésent alimentant les rentes oligopolistiques sur les biens indispensables, incitation à compenser le dénuement économique, social et culturel par des consommations palliatives, procédés techniques, commerciaux, financiers et culturels de captation et de mise en dépendance des clientèles, confiscation et dévoiement des sciences et des techniques et de leur développement en vue d'objectifs étroitement marchands, etc. On refusera d'accuser de ces déviances un prétendu prométhéisme, Chollet 2009, arrogance attribuée indûment aux hommes en général et à une prétendue technoscience réputée nocive, par un auteur qui voit dans la planète le terrain de jeu des protégés de la compagnie Edmond de Rothschild, refusant de voir que c'est pour eux un marché à exploiter. Ceci est prétexte à culpabiliser les chercheurs et les techniciens tout en dédouanant les trafics. Alors que l'on sait, depuis la parole socratique âgée de 25 siècles, « Je sais que je ne sais pas », que la pensée rationnelle et scientifique a depuis bien longtemps admis comme l'un de ses fondements la conscience de ses propres limites. C'est bien le monde marchand qui aujourd'hui enserre et manipule de plus en plus directement l'utilisation de la science, sous la pression de puissants lobbies. Cet art devrait s'effacer avec le développement de nouveaux modes d'échange. Une des avancées ainsi ouvertes serait la possibilité de prendre en charge réellement les coûts externes, notamment pour l'environnement, sur la base d'évaluations équitables, à travers des contributions mutualisées. Ce qui relève de l'accès à l'efficience. Le recours à des processus de production dévoreurs d'intrants, visant le gain de volume et faiblement soucieux d'efficience dans l'usage des ressources, est la conséquence d'une double pression. D'une part, la gestion capitaliste salariale incluant les hommes dans les coûts de production, exploite l'aptitude humaine à créer plus de biens, dans des conditions de banalisation des travaux privilégiant la répétition quantitative, permettant l'assujettissement des personnes et leur soumission au rendement en volume, même si cela doit induire l'enflure de la dépense de moyens matériels. Le pouvoir de comprimer, dans des coûts confondus, la part des hommes du fait même de l'ampleur de leurs aptitudes, est ainsi la tentation de grossir d'autant la part des ressources dilapidées pour vendre. D'autre part, la pression concurrentielle exercée sur chaque production dans le sens d'une baisse de prix conduit les exploiteurs à tenter de compenser ce dommage par une suroffre quantitative. Descaillot 1999, pages 132 à 166, présumée séduisante pour les consommateurs. Cet art devrait s'effacer avec le développement de nouvelles structures productives redonnant leur place aux hommes dans le travail et son orientation, y compris les moyens de maîtriser, pour leur bien-être, dans le champ réel et consciemment cerné d'une vraie rationalité, les ressources matérielles. Ce qui relève des problèmes de la propriété marchande. Le monde actuel permettant à des personnes de devenir, par opération marchande, maîtres exclusifs de ressources naturelles limitées telles que la terre et ses territoires, ces ressources telles que les forêts, les minerais, l'eau, les savoirs vérifiables et de ce fait nécessairement communs, etc., place les populations dans la dépendance des oligarchies ainsi apparues, portées à extorquer un maximum de richesses aux populations captives et confisquant et dilapidant pour cela les ressources dominées. Les évolutions futures, rendant la terre et ses ressources aux populations,
La science aux hommes de science devrait mettre fin à de tels accaparements et par là même permettre un retour à des usages socialement et écologiquement cohérents de ces ressources, y compris au cours du temps long. Ce qui relève du besoin de services publics. Les services publics, parmi lesquels il faut compter également les activités publiques productives de richesses matérielles telles que l'eau ou l'électricité, sont aujourd'hui entraînés, sous la pression capitaliste marchande, dans un processus vicieux de dégradation. L'affrontement concurrentiel généralisé sous-évalue lourdement les richesses créées par rapport aux richesses utilisées, tout en les redistribuant en faveur des groupes dominants du marché. Ainsi disparaissent de la visibilité les ressources générales pouvant alimenter des contributions publiques, dans le même temps où s'accroissent les aléas de tout type appelant des prises en charge mutualisées. L'écart s'accroît entre les ressources qui se restreignent et les besoins qui grandissent et s'affinent. Ce même écart, aux causes difficilement apparentes, conduit avec les encouragements des milieux dominants à une déconsidération des services publics et à des divisions sociales. Ceci fournit des opportunités aux groupes marchands dominants qui, confrontés à la rareté accrue par eux-mêmes des débouchés solvables, cherchent, dans les tranches potentiellement rentables des activités publiques en délitement, des marges de rentabilisation privilégiées pour les capitaux privés les plus puissants. De telles activités, éducation, recherche, santé, infrastructure, maintien de l'environnement, maintien des biens et services patrimoniaux transmissibles, soutien à l'enfance et à la vieillesse, répondent à des besoins marqués par une part d'aléas matériels et social inéliminable. La pratique libérale, notamment anglo-saxonne, a suffisamment et dommageablement illustré le fait qu'une gestion cohérente de telles activités ne peut, par essence, être prise en charge de façon durable et efficace à travers des transactions particulières, et est donc impossible dans un cadre marchand et capitaliste. On proposera donc des formules permettant d'insérer, dans des structures ayant vocation autogestionnaire et potentiellement publiques au fil des possibilités, des services communs mutualisés, avec le soutien possible d'institutions démocratiques de divers niveaux. Les conventions d'échange de tous avec tous, qui constituent le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.